Entre les lignes des chroniques officielles, il existe d'autres récits. Des traces oubliées, dissimulées dans des archives interdites. Certains y voient des vérités, d'autres des mensonges, des mythes. Pourtant, ceux qui les collectionnent savent qu'ils dessinent une histoire plus vaste. Officiellement, elles n'ont jamais eu lieu. Officiellement, elles n'existent pas. Ce ne sont que des fragments. Tintin. Épisode 1. Opération Kirak. Si vous vous posez la question, on est quelques semaines avant les événements survenus en Auvergne. Vous savez, avec les zombies et les sbires du roi écarlate. Mais chut. Le Francien renifla et tapa à la porte du manoir. Il faisait encore beau, malgré la saison. Bordel, j'ai déjà vu des hôtels particuliers après une soirée arrosée, mais celui-ci semble avoir été pris d'assaut par un escadron de hussards, ce qui n'est pas si étonnant aussi près de Pampelune après tout. Le roi Murat est aussi connu pour ce genre de fiesta. Enfin bref, l'homme qui m'ouvrit la porte, José quelque chose, m'avait été présenté comme mon nouveau contact au sein de la Légion étrange. Bonjour mon capitaine, suivez-moi je vous prie. Madame la baronne est encore au lit. Il est 15h passées. Madame vit la nuit une grande partie du temps. Elle est belle la noblesse. C'est une vampire ou Oh non, enfin, vous savez, vampire c'est un peu suranné comme terme. Soit. On peut accélérer le mouvement, c'est que j'ai du travail moi. En parcourant les couloirs, il aperçut ici des cadavres de bouteilles. Là, des robes en charpie qui avaient dû sûrement coûter très cher. Un peu plus loin, des pièces montées encore entamées dans leur boîte de traiteur. Il crut apercevoir des jambes dépassées d'un canapé, ainsi qu'une femme dénudée en train de ronfler sur une bouée gonflable qui dérivait mollement dans la piscine. José Machin-Chose le conduisit à l'étage et toqua à la porte de la plus grande chambre. Une voix étouffée maugréa en albinois. « For God's sake, fuck off. Let me die in peace. » José retoqua avec fermeté. C'est pour le travail, Madame la baronne. Étienne Duboisset avisa le majordome avec un petit sourire en coin. Ça me rappelle les soirées en caserne, les célébrations de victoire ou d'examen, toute l'insouciance qui va avec l'euphorie qui se tasse quand on grandit, et qu'on devient quelqu'un de sérieux et respectable, comme moi quoi. Difficile d'en vouloir à cette bonne femme de profiter de la vie. Je ferais sans doute la même chose si j'en avais le temps et les moyens, mais ce n'est pas pour moi ça. Et puis, c'est vraiment trop mal rangé ici. Il toussotera. Si vous pouviez dire à Madame la Baronne que c'est urgent, ça m'arrangerait. La porte s'ouvrit à la volée, laissant apparaître une femme au milieu de sa trentaine. Une tignasse noire et blanche en bataille, drapée dans un manteau en fourrure dans lequel elle avait sûrement passé la nuit. Elle fixa de ses yeux bleus azurés le nouveau venu avant de se tourner vers José. Un café dans ce cas. Si c'est si urgent que ça. Bien, madame. Avec du whisky dedans. Est-ce bien raisonnable, madame? Aurore pencha la tête sur le côté, marquant le point d'une petite moue. Tu as raison. Du bourbon plutôt. Sur la terrasse. J'arrive. Bien, madame. La porte claqua aussitôt. José Pamplemousse remit son nœud papillon en place d'un air très distingué. Mon capitaine, si vous voulez bien me suivre. Le capitaine Duboisset resta un instant interdit devant cette particulière hospitalité. Avec une gueule de bois, tout est excusable après tout. Cette bonne femme aurait pu faire un joli morceau, quoique un peu négligé à mon goût cela dit. Et puis du bourbon dans son café, son foie doit ressembler à un ballon de rugby. Il n'était toutefois pas trop surpris. On l'avait prévenu que cette experte freelance en anormalité était particulière. Et quand on était passionné d'occulte, de paranthropisme et de Kirak, on était forcément un peu dingue. Il demanda à son guide, un brin amusé. C'est tous les soirs comme ça ou je suis tombé sur un anniversaire là? J'ai connu pire. Madame la baronne et ses très bonnes amies sont parfois un peu turbulentes. Mais Madame la baronne est très compétente. Ses bonnes amies? Quoi, des colocataires? On peut dire ça, capitaine Duboisset. Comprenez bien que Madame la baronne est une individu à la fois bancale et hors du commun. Je vous demande de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Un bon quart d'heure passa sur la terrasse nimbée de soleil de la demeure estivale avant qu'Aurore ne daignât apparaître à nouveau. Je m'en souviens. J'étais habillée à la dernière mode francienne. Une longue chemise en batiste, un corset, un cache-corset brodé, évidemment, sinon ça fait un peu cagole. Des pantalons au bas de dentelle, une tournure, un jupon et une robe blanche immaculée. Mes cheveux ramenés en un élégant chignon qui tenait avec une broche en ivoire. Maquillée, parfumée, à la fois splendide et un brin irréel. Comment est-ce que j'ai pu enfiler tout ça en si peu de temps? Est-ce vraiment la même personne? Mystère.
José apparut et déposa un café dans une grande tasse devant Aurore, qui prit une gorgée avec un air satisfait. Capitaine Duboisset, c'est cela? On m'avait prévenu de votre arrivée. Navré pour tout à l'heure, la soirée s'est finie tard. C'est urgent donc. Le messager n'a rien voulu me dire. Tip-top secret. Tout ça. Duboisset avisa Aurore avec un brin d'admiration. Il n'arrivait pas à enfiler ses chaussettes en moins de 5 minutes après une gueule de bois. Et voilà que cette mondaine qui, quelques minutes plus tôt, semblait avoir reçu un train dans la figure, se présentait à lui comme si elle arrivait au bal. Les femmes devaient avoir une sorte de faculté paranormale pour se préparer, songea-t-il. Renonçant à comprendre l'impérissable mystère féminin, il opina. C'est bien ça. Je serais bien repassé pour vous laisser terminer votre soirée, mais comme je l'ai dit, c'est assez urgent. Je ne vais donc pas y aller par 4 chemins. Il paraît que vous y connaissez en Kirak Paranthrope, et mon équipe a reçu une mission en rapport avec l'un de ces derniers. On doit le faire bouger. Ou si c'est pas possible, saper ses réserves d'énergie pour à terme le forcer à bouger. Vous pouvez nous aider? C'est dans vos cordes ou merde? Elle esquissa un sourire diabolique et se pencha en avant avec un air de conspiratrice. Kirak, chouette. Le faire bouger ne sera pas une mince affaire, mais oui, je suis en mesure de le faire. Évidemment, ça ne sera pas facile. Les risques sont si grands. Vous avez déjà vu un Kirak, capitaine? Une merveille de la nature. Enfin, c'est horrible, ignoble, monstrueux, mais prodigieusement bien conçu. Son hôte vivant et ouin, puis continuellement nourri et modelé, son cerveau s'atrophiant tandis qu'il devient un temple vivant. Les paranthropes entretiennent sa chair et ses os comme on entretient un bonsaï. Le vétéran se gratta la nuque. Il n'aimait pas trop voir la sorte d'admiration dont faisait preuve cette femme pour ce gros organisme paranthrope dégueulasse. C'était comme voir quelqu'un fasciné par un cadavre. Jamais vu, non. En même temps, j'ai appris son existence le mois dernier. On doit le dégager de Sievena vers la Saône. Il a élu domicile dans la ville en question. Je suppose que vous voyez duquel je parle. Il n'y a pas 40 Kirak actifs en Europe actuellement. La sauvegarde de l'intégrité de la ville n'est pas un problème. L'intégrité de la ville n'est pas un problème. Je note. Ouais, je vois le spécimen, Salmanazar. Un vieux diable celui-là, aperçu pour la dernière fois lors de la 3e guerre kaiju. Enfin, on le dit. Nos ancêtres n'étaient pas vraiment très précis dans leur description. Elle remit une mèche volante derrière son oreille. Anyway, on part quand? Je suppose que ce n'est de toute façon pas avec vous que je dois voir mes honoraires. Non, en effet. Eh bien, le plus tôt sera le mieux pour partir. Le temps presse. La Francie a besoin de nous. Je sens qu'on va s'amuser, vous et moi. Quelque temps plus tard, dans les entrailles d'un Kirak paranthrope. Le Kirak n'a pas tout de suite agi de manière hostile à l'encontre de l'équipe de commandos franciens, permettant aux membres du groupe de s'approcher et d'entrer en contact sans incident. Il faut vous figurer la bestiole. Une masse volumineuse de polypes de corail pesant dans les 100 000 tonnes. Le subtil accouplement d'un calamar cyclopéen et d'une cathédrale. Tout autour de nous n'est que morceaux de ville à moitié digérés et fluides en tout genre. Ouais, dégueu, je sais. Cette masse contient aussi plusieurs formes de virus, de bactéries et de parasites, parmi lesquels beaucoup sont endémiques. Le premier signe de problème est advenu lorsque le caporal Odin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, a essayé de creuser la malchère avec son python d'escalade. Il a crié quelque chose du genre « Oh, morbleu, aidez-moi, aidez-moi !» D'horribles tentacules. Puis on l'entendit plusieurs fois appeler à l'aide. Ouais, par l'empereur. Je l'entends encore crier, il hurlait, il pleurait. Putain, ça va me bouffer, je veux pas mourir, je veux pas mourir. On était descendu au fond de la gorge de cette espèce d'horrible monstre tout droit sorti de l'enfer. Il y avait des contractions musculaires, si on peut dire ça comme ça, et elle nous faisait lentement glisser le long du tuyau, comme si de rien n'était. Cette foutue aristo semblait s'amuser en nous guidant. Dépêchez-vous, nous allons manquer la digestion. C'est le moment où il est le plus vulnérable. Étienne déglutit en pressant le pas hâtivement. Il avait vu des choses bizarres dans sa vie, voire franchement dégoûtantes. Il avait connu le danger, affronté la mort, perdu des copains. Ce n'était jamais facile. Mais là, c'était au-delà de tout ce qu'il avait pu vivre. Ce truc gigantesque, il vivait, bon sang.
Comment une telle abomination pouvait respirer? C'est comme si tu longeais la tanière d'un ours de plusieurs tonnes, dégueulasse, qui peut te dévorer vivant comme il le veut, quand il le veut. Mais c'est pas plus con qu'un bête ours. Un ours aussi peut te massacrer en 2 secondes, pas vrai? Alors on ne panique pas. C'est juste un gros nounours. Juste un gros nounours. Le capitaine restait un vétéran. Le danger, c'était son métier. Le courage, il en avait à revendre. Il n'avait pas gagné la confiance du maréchal Lannes en se comportant comme une fillette. Alors, malgré son air pâle et ses souvenirs encore frais de ce pauvre Odin, il fit signe à ses comparses de poursuivre en conservant son sang-froid. C'était leur courage qui les maintiendrait en vie, et la panique qui les tuerait. On le leur répétait 100 fois durant leur formation. Étienne du Boisset se composa un visage fermé et concentré. La mission et rien d'autre. Oubliez tout contexte. S'il se laissait aller à pleurer Odin, c'était les autres qu'il condamnait. Mais bon sang, cette bonne femme, c'était le diable en personne. Comment pouvait-elle être aussi légère et insouciante là où son équipe de types surburnés se faisait dessus? Elle n'a aucun putain d'instinct de survie ou quoi? C'était quoi ça encore? Une sorcière? Un démon? J'ai l'impression d'être une saloperie de mouche guidée par une araignée en plein cœur de sa toile. Le vétéran lui fera signe, agacé. On est loin encore ou... Aurore posa sa main gantée sur la malchère, tira sur un pseudopode pour en regarder la couleur à l'aide d'une sorte de monocle coloré, l'air perplexe. On ne devrait pas tarder à atteindre l'estomac. Un Kirak de cette taille digère environ 1 mètre cube par heure. Nous avons encore de l'air, ce qui veut dire qu'il nous reste entre 4 à 6 heures avant une décompression fécale. D'interminables minutes plus tard, on a atteint, je suppose qu'on peut appeler ça l'estomac. Le premier avertissement fut une sorte de gargouille, plus fort qu'un bruit de craquement ordinaire. L'intérieur de l'estomac était couvert de dents et de visages. Des visages humains, bordel. Ils nous criaient dessus. Ils nous suppliaient de les tuer. C'est là qu'une horde de Solomonari sauta sur notre groupe qui dut riposter. L'odeur était insoutenable. Malgré nos tenues étanches, on la sentait encore. J'éliminais cible après cible. Piou, piou. Mais les tentacules jaillirent du sol, m'agrippant les pieds, commençant à lécher ma combinaison. Et l'autre là, Aurore, qui se tournait vers notre petit groupe paniqué et elle retira son masque, tranquille. Si vous pouvez les occuper encore quelques minutes, vous serez des amours. Quelque chose n'est pas comme d'habitude. Dans d'autres conditions, le capitaine aurait volontiers posé quelques questions à cette folle. Ouais, comme par exemple, pourquoi diable retirez-vous votre masque, espèce de malade? Ou encore, vous n'avez peut-être pas remarqué que nous sommes dans un organisme paranthrope géant et que absolument rien n'est comme d'habitude? Comment ça d'ailleurs, comme d'habitude? Vous voulez dire que c'est pas la première fois que vous visitez l'intérieur d'un Kirak? Mais les Solomonari avaient d'autres projets quant à l'avenir de ces interrogations. Étienne tira à bout portant dans le visage d'une de ces horreurs qui se jetaient sur lui. Il sentit un liquide asperger sa combinaison. Il avertit son escouade d'un mouvement sur leur droite avant d'apercevoir un vicieux tentacule au sol ramper vers son voisin. Étienne dégaina son couteau et la trancha sèchement avant que le couteau ne finisse sa course dans l'œil d'un autre paranthrope qui sortait d'on ne savait trop où pour les prendre à revers. Tout ce qu'il trouva à dire à Aurore dans ces conditions fut alors réduit à l'essentiel. Bordel, grouillez-vous! Ah, mais 1 minute, c'est pas fourni avec une notice ces machins-là. Aurore sortit de son sac ce qui ressemblait à une étrange sphère blanche nacrée qu'elle posa sur le sol et qu'elle se mit à manipuler. La malchère alentour semblait déjà en train de la dévorer et de l'engloutir dans son gosier d'acide. La sphère se mit à crépiter. Un Solomonari se tourna d'un coup vers Aurore et lui fonça dessus, la mâchoire déboîtée par la fureur et la faim. Il était encore à 1 mètre d'elle quand il s'écroula, fendu en 2 moitiés distinctes. Aurore avait à peine bougé, visiblement très concentrée à sa tâche. Piou, piou, sacré baston! Les gardes du Kirak ne laissèrent aucun répit au commando. Suant la mort par tous les pores de sa peau irradiée, l'organisme commença à faire sortir des créatures toujours plus grosses de ses cocons. Vous savez, le paranthrope lambda représente pour le Kidam une sérieuse menace. Mais le behémoth qui se dressa devant Étienne n'était pas un petit morceau. Ses yeux étaient morts, son visage couvert de cicatrices boursouflées, et ses traits étaient tellement difformes que ses lèvres restaient figées dans une mousse sadique. La carrure impressionnante du monstre était encore accrue par sa mâchoire bien trop grande pour sa tête, lui donnant un air aussi ahuri que terrifiant. Il fouetta l'air de ses bras gargantuesques et l'un des soldats franciens s'enfuit à toutes jambes en hurlant avant d'être rattrapé par la masse des Solomonari qui l'ont bouffé tout cru. Aurore finit par se relever, visiblement satisfaite. Yes! J'étais quasiment sûre que ça allait marcher. On peut
Elle posa les mains sur ses hanches en avisant les nouveaux venus. Si, j'ai peut-être énervé quelqu'un, moi. Duboisset ignora superbement Aurore, complètement accaparée par la massive vision d'horreur qui se campait devant lui. Ce truc était gigantesque. Ils étaient cernés par d'autres paranthropes. Le capitaine prit ses responsabilités et refusa de céder à la panique. Déjà, un de ses gars s'était enfui, et l'empereur savait que la peur était contagieuse. Étienne hurla par-dessus les grognements des multiples créatures alentour. Restez groupés, rupture de contact, on se tire d'ici, allez! Les soldats aguerris reculèrent pas à pas, se couvrant mutuellement. Quant à cette grosse saloperie devant eux, le vétéran dégoupilla une grenade incendiaire. Dis bonjour à mon petit copain, saloperie! L'escarmouche devient un chaos pour la survie. Les commandos franciens étaient attaqués par plus d'une vingtaine de paranthropes. Ils se replièrent dans un goulet en faisant du feu tout azimut. Aurore vit un paranthrope particulièrement costaud se prendre une cartouche de gros calibre qui lui fit un trou de la taille d'une pastèque dans l'abdomen. J'aime bien les pastèques. C'est frais et sucré. C'est plein de flotte aussi. En été, c'est particulièrement agréable. Le souffle de l'explosion d'une grenade arracha la carciste à sa rêverie. L'un des soldats franciens, submergé par des griffes et des crocs, avait choisi de se transformer en ravioli avec les paranthropes alentour. Triste fin. Anyway, j'ai fait le job. Maintenant, il faut que je sorte vivante d'ici. Ok, j'avoue, j'ai hésité à laisser mes nouveaux camarades se faire dévorer et filer à l'albinoise, mais ça aurait fait mauvais genre dans mon dossier. J'ai donc pris une grande inspiration, laissé l'aspect parcourir mes membres et je me suis lancé à l'assaut. Musique, maestro! Aurore chargea 2 paranthropes. Ils levèrent leurs lames d'os pour l'accueillir, mais ses griffes et ses avant-bras crépitaient déjà d'aspect. Elle leur arracha leurs armes d'un seul balayage. Elle écrasa son poing dans l'estomac du premier qui se plia en 2 de douleur et s'effondra en crachant du sang par les yeux et la bouche. L'autre Solomonari la saisit et tenta de lui trancher le bras, mais elle plia son coude à angle droit, fit valser son partenaire sur son dos, l'attrapa et le jeta presque négligemment par-dessus son épaule. Le paranthrope accomplit une ellipse disgracieuse en pédalant dans le vide, moulinant des bras et des mains avant de s'écraser contre une paroi. Aurore attrapa une arme laissée par un commando francien à ses pieds et lui cala une rafale dans la tête, pour la forme, avant de jeter l'arme au loin en sifflotant. Les 3 derniers franciens, dont Étienne, s'étaient repliés dans le sphincter par lequel ils étaient arrivés. Le capitaine vida ses chargeurs sur le Vatula le plus proche, qui finit par éclater comme un fruit mûr. C'est à ce moment que je me suis retrouvé à court de munitions et que j'ai dégainé mon 2e couteau plaqué contre ma cuisse. Et je l'ai planté dans le crâne d'un autre de mes adversaires. Une vague de chaleur m'a renversé, je me suis jeté à travers le vestige d'une membrane pour me protéger du souffle. Un paranthrope m'a bondi dessus en criant, sa peau avait pris feu. Il avait perdu son visage, mais il continuait de brailler et piailler par les vestiges d'une bouche sans lèvres, s'étranglant avec la graisse fondue de sa propre peau. Du carburant à cauchemar, putain. Aurore apparut au-dessus d'Étienne et lui tendit la main pour se relever. Pendant un bref instant, il eut l'impression qu'elle le regardait avec beaucoup trop d'yeux. Toujours en vie, capitaine? Pressons le pas, voulez-vous? Étienne cligna des yeux en avisant. Aurore, penchée sur lui, à moitié sonnée. Un bruit inhumain de cris étouffés couplé à une atroce odeur de chair brûlée le ramena à la précarité de sa propre mortalité. Il accepta la main tendue, sans pouvoir s'empêcher de trembler. Il marmonna un « Merci. Ouais, alors je vous arrête tout de suite. C'était un pur réflexe formel. Je n'avais pas la moindre gratitude pour cette chose à forme humaine qui semblait être comme un poisson dans l'eau au milieu de toute cette démence. En fait, je me suis même chié dessus à ce moment-là. Mais j'étais en vie. Il y avait encore 2 survivants avec moi. Il fallait encore se battre pour s'en tirer. Mais c'était déjà ça. Mes membres cessèrent de trembler quand l'une d'elles retrouva le manche de mon couteau. Aussi dérisoire qu'un cure-dent, mais étrangement rassurant. Sans attendre davantage, il s'élancera en avant tout en essayant de retrouver la position de ses comparses, déterminés à rester groupés. Allez, on se tire, allez, allez! Il faudra encore 1 heure de cavalcade au petit groupe pour trouver une sortie. Ah oui, c'est là que l'un des derniers hommes d'Étienne, Jean, on va dire que c'était Jean, commença à se plaindre d'une odeur répugnante. C'était probablement le système de recyclage des déchets de sa combi. Il y avait un trou au niveau du mollet, sans doute à cause de l'acide. Pas de chance. Son binôme, Michel, lui mit une rustine et lui dit de pas s'inquiéter pour ça. La règle des 5 secondes, hein. Mais on avait tous vu les pustules rouges qui lui poussaient partout sur son visage. Il a commencé à hurler quand le premier a éclaté et éclaboussé de sang l'intérieur de sa visière. Il a supplié son pote de le tuer. Ce dernier a pointé son arme droit sur sa tempe et a appuyé sur la détente.
Clic. Les tentacules ont jailli de ses orbites peu après. Il a dégoupillé sa dernière grenade, il a souri, dit à son pote Michel qu'il l'aimait avant de mourir et il a hurlé. Michel resta prostré au sol et il fallut l'aide d'Étienne et d'Aurore pour le sortir de là. Curieusement, même la carciste avait perdu son insouciance habituelle. Elle avait le visage dur et les cheveux collés par la transpiration. Les 3 survivants percèrent une dernière alvéole et sortirent sous la clarté lunaire. Le Kirak, derrière, commença à s'agiter. La masse volumineuse de polypes de corail bougea lentement ses immenses tentacules, visiblement dérangés par quelque chose, tandis que ses auvents commencèrent à dégager de la fumée toxique. Ne tardons pas, vos recycleurs ne tiendront pas longtemps face à ce gaz. Étienne n'en était même plus à relever qu'Aurore n'avait pas la moindre combinaison et se portait comme un charme. Il avait l'esprit et le cœur lourds. C'était toute son escouade qui avait été décimée, ou peu s'en fallait. Il connaissait ce pauvre Jean depuis une décennie, un brave gars, fidèle au poste, courageux, simple. Il ne méritait pas de finir comme ça. Il aurait dû avoir une vraie sépulture. Au lieu de cela, il ne laissait à Étienne que le souvenir de son visage boursouflé dans une parodie de gangrène informe. Et s'il n'avait été que le seul, je les ai tous vus mourir. Des hommes de confiance, pas tous des hommes de bien, mais sur lesquels j'ai pu compter un nombre incalculable de fois et que j'ai appris à apprécier. J'ai été élevé dans l'idée que c'était à moi de quitter le navire en dernier. Quelque part, je trouvais ça injuste d'avoir survécu. Et eux non. C'était comme ça. On ne choisit pas. Il faut accepter son sort et être heureux d'être en vie. Du moins pour l'instant. Il acquiesça autrement, sans répondre à cette femme, ou quoi que ce fût d'étrange. Il jeta un dernier regard vers le Kirak, horrible tombeau de ses frères d'armes partagé entre colère, peur et tristesse. Puis il se détourna, la tête baissée. Les gyroptères de la Légion étrange étaient déjà en approche pour les récupérer. Quelques jours plus tard, au sein des locaux sécurisés de la Légion étrange, Et voilà, cela conclut plus ou moins mon compte-rendu. Sans le capitaine Duboisset et ses hommes, je ne serais sans doute jamais sorti de ce Kirak. dit Aurore en tirant sur la paille qui sortait de son gobelet en carton d'un air parfaitement neutre. En face d'elle, le docteur Isabelle Beaumont prenait des notes. De tous les grands pontes de la Légion étrange, elle était sans doute la plus au courant de ce qu'était Aurore, une carciste de la lignée de Saarne. L'une des plus brillantes thaumaturges de sa génération, qui n'était pas déjà un terrible avatar paranthrope et ou un génie du mal ricanant au fin fond de sa base secrète. Étienne était allongé à côté de Beaumont, plusieurs bandages passés en travers du corps. Il avait de la chance, il allait s'en sortir. Il avait été exposé à des taux de radiation élevés et il avait tourné de l'œil dans l'aéronef qui les avait ramenés. Michel, Aurore et lui de l'autre côté de la frontière. Michel n'avait pas eu cette chance. Son système immunitaire n'avait pas tenu et il était mort d'une infection malgré les soins prodigués par les meilleurs médecins franciens. « Je vois », nota Beaumont. « Je dois faire mon rapport en haut lieu dans la soirée. Quel délai avant que le Kirak ne quitte Sievena ?» 1 semaine, peut-être moins. Je tâcherai d'influencer suffisamment sa conscience pour le pousser dans la bonne direction. Une chance pour qu'il vous échappe ? Pas tant que vous ne me collez pas une balle dans la tête, non. Esquissa Aurore en reprenant une gorgée de jus de pastèque. Beaumont nota à nouveau dans son carnet. « Je crois que cela sera tout pour le moment dans ce cas. » La blouse blanche se redressa et se dirigea vers la porte. « On va vous faire accompagner, dira-t-elle, avant de quitter la petite pièce, laissant Aurore et Étienne seuls quelques instants. » Tout ce que j'entendais, c'était le bip-bip de ce foutu moniteur. Enfin, presque. On ne s'engageait pas dans les forces spéciales pour autre chose que ses convictions, l'envie de se rendre utile, d'accomplir des actes héroïques, de servir son drapeau, malgré le danger et les situations difficiles. C'était pour ainsi dire une vocation. Et pourtant, je me suis demandé à ce moment-là s'il n'était pas temps de raccrocher. Rejoindre les forces spéciales, c'était accepter la mort, la sienne et celle des autres. Mais j'avais collaboré avec une paranthrope. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué plus tôt? C'était évident, bordel! Toutes ces bizarreries trouvaient leur sens maintenant. Même sa putain de manière de récupérer d'une gueule de bois. Et pire encore, c'était mes supérieurs qui collaboraient avec. Beaumont m'a jeté, moi, et mes hommes au cœur de l'enfer avec une paranthrope pour guide, sans même daigner m'avertir. Et bon sang, elle vivait parmi les humains, cette saloperie. Dans sa villa, avec son putain de majordome et ses soirées, ses invités. Combien vivaient ainsi parmi la populace, hein? Combien? On va encore me dire que c'est archi top secret, qu'il faut rien répéter. Et je vais obéir parce que je suis con et discipliné. Merde! Mais merde! Un silence pesant et hostile s'installa dans la pièce. Cette femme, si on pouvait l'appeler comme ça, lui avait sauvé la vie, malgré tout. Et il détestait l'idée de lui devoir quelque chose. Depuis qu'il avait réalisé sa nature, il ne cessait de se demander pourquoi elle avait fait ça. Alors il se fit violence,
se forçant à reporter son regard sur Aurore. Pourquoi est-ce que vous m'avez sauvé, là-bas ? Le visage d'Aurore était difficile à lire. Il passa une ombre dans ses yeux et sa bouche ne put retenir un rictus désagréable, comme si on venait de lui planter une aiguille dans le bras. Elle tapota la table un instant avant de répondre. Parce que je pouvais le faire. Et que mon efficacité et mon utilité pour les services franciens sont la garantie de ma survie, de mon train de vie et de l'assurance que mes proches puissent vivre confortablement dans ce monde hostile. Je pense que vous êtes assez malin pour comprendre que j'aurais très bien pu accomplir cette mission sans vous, n'est-ce pas ? Que vos hommes sont morts pour escorter une spécialiste de l'occulte qui n'avait pas vraiment besoin d'escorte. Pourquoi selon vous ? Parce que les gens haut placés qui m'ont engagé n'ont aucune confiance en moi. Logique après tout. Je suis une paranthrope. Je suis donc fondamentalement mauvaise, traître et fourbe. Elle écrasa le gobelet en carton devant elle. Donc, ils m'ont collé une bande de gros bras pour me protéger. À votre avis, si j'étais rentrée sans vous, vous pensez vraiment que vos chefs se seraient dit « Oh, dommage pour ces braves, mais Aurore a fait le travail, tout va bien ». Non, évidemment que non. Ils auraient douté et ils auraient eu des raisons de douter. Des raisons de douter, des raisons de douter. Je vous ai sauvé parce que vous êtes la garantie que j'ai fait mon travail correctement et que je peux rentrer chez moi. Duboisset n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement ces hommes étaient morts pour une paranthrope, mais en plus, étaient-ils morts pour rien, ou plutôt pour préserver le train de vie de cette créature et de ses proches ? Il se redressa de sa couchette, furieux. Espèce de connasse! Vous saviez très bien qu'on allait tous y rester, vous en jubiliez d'avance. Vous étiez chez vous, dans le ventre de ce monstre, à parader pendant qu'on crevait la gueule ouverte alors que vous n'aviez même pas besoin de nous. Vous auriez pu empêcher leur mort, mais non. Vous êtes juste restés là, à nous regarder crever les uns après les autres pour rien. Pour rien, vous m'entendez? Alors allez-y, rentrez chez vous. C'est bien pour ça qu'ils sont morts, non? Pour que vous rentriez chez vous, pour que vous puissiez vous bourrer la gueule et vous lever à 18h, hein. Eux aussi, ils avaient des proches, eux aussi, ils avaient une famille, mais ça vous passe au-dessus. Putain de monstre! Aurore poussa un profond soupir de lassitude. J'aurais sans doute dû sauver Michel à votre place. Moi qui pensais sincèrement que vous étiez différent des autres. Dira-t-elle en se levant. Elle jeta le gobelet vers la poubelle et la manqua. Étienne sentit une certaine duplicité dans la voix d'Aurore. Elle savait. Elle le savait pertinemment. Il entendit ses pensées directement dans sa tête. Eh oui, amore mio, tes hommes sont morts pour rien. Basiquement à cause du dramatique racisme de tes supérieurs envers mon espèce, qui m'a aussi coincé dans cette situation, de sorte que je ne puisse pas l'empêcher si je ne veux pas perdre des gens que j'aime. Je ne suis pas un monstre, pas dans le sens où tu l'entends en tout cas. Et tout ça me rend malade. Mais ne t'inquiète pas, je vais te le dire de sorte que tu puisses continuer à penser que je mens si c'est plus facile pour toi de continuer à me détester. Mais aucun son ne sortit de la bouche d'Aurore en dehors d'un. Bon rétablissement, capitaine. La porte claqua derrière Aurore, puis la lumière s'éteignit à son tour. Ce n'est qu'une fois seule qu'Étienne réfugia son visage entre ses mains et se mit à sangloter de manière irrépressible. Qu'une paranthrope se comporte comme une paranthrope, je peux le comprendre. Mais comment ma hiérarchie a-t-elle pu agir ainsi ? Non seulement en pactisant avec une telle créature, mais surtout en nous envoyant à la mort de la sorte. Pour préserver un secret ? Il a bon dos le secret, parce que maintenant je sais. Ouais, maintenant je sais. Comment travailler encore pour une institution me percevant comme un pion sacrifiable. Je vais démissionner, je vais leur dire leur cas de vérité à tous ces enfoirés de gradés là. Ouais, mais ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Regarder le plafond chez moi ? Et puis qu'est-ce que je vais dire à ma femme ? Dans les couloirs du bâtiment de la Légion étrange, les employés en blouse et képi blanc allaient et venaient, un café à la main, des stylos dans les poches de leurs vêtements de travail. Aurore dénotait et faisait tourner les têtes. Dans sa robe rouge et noire à la mode et sa coiffure élaborée, le bruit de ses talons claquait sur le carrelage froid. Elle entra dans le bureau du docteur Beaumont, situé de l'autre côté de la vitre teintée qui donnait sur la salle de débriefing où Étienne finissait de pleurer dans le noir complet. La scientifique austère regarda la paranthrope avec un brin de jalousie. À 45 ans, la comtesse Isabelle Beaumont-Joumard de Tison d'Argence en faisait physiquement 60. Si elle pouvait se targuer d'un triple doctorat et d'une légion d'honneur pour service rendu à la Francie, elle n'en subissait pas moins les affres du temps, du travail nocturne prolongé et d'une addiction au mauvais café et à la nicotine. Selon son dossier, Aurore fête très prochainement ses 111 printemps et elle avait toujours l'arrogance de ses 30 ans. Ce n'était pas juste. Alors, j'étais comment ? Vous répondez aux critères d'évaluation, baronne. Et lui ?
Son système immunitaire le lâchera dans 6 à 9 ans. Il n'y a rien que nous puissions faire. Sa prochaine perfusion contiendra des amnésiques de classe A. Il oubliera les dernières 72 heures. On lui dira qu'il est le seul survivant d'un crash de gyroptère. Il profitera d'un emploi de bureau bien mérité jusqu'à ce que la prochaine pneumonie ne l'emporte. Pourquoi ne pas simplement pousser la seringue et envoyer une lettre à sa famille? Les soldats, ça meurt souvent. Personne ne posera de questions. Beaumont renifla, méprisante. Ce genre de choses ne se font pas en Francie. Nos agents sont sacrifiables pour l'intérêt suprême de l'État. Ils n'en sont pas moins des êtres humains. La paranthrope inclina la tête sur le côté. Dans leur écrasante majorité. Aurore redressa la tête et observa la pièce plongée dans l'obscurité. C'est avec vous que je dois voir pour ma récompense. Oui, je suis votre officier traitant jusqu'à nouvel ordre. Vous vouliez un tigre? Et quelqu'un pour s'en occuper. Oubliez les amnésiques, le capitaine Duboissé fera parfaitement l'affaire. Mon Rosé commence à s'ennuyer tout seul. Vous êtes sûr de vous? Absolument pas. Mais ce n'est pas la première fois que je fais une connerie, après tout.